Bonjour à tous, il y a quelques semaines, mon fils a eu 5 ans et j'ai décidé à cette occasion de vous parler de ces 5 années pour que vous ayez une idée un peu plus concrète de ce que c'est d'avoir et d'élever un enfant ici. Je vais donc vous raconter l'accouchement, vous parler un peu de l'entrée et de la scolarité à l'école maternelle et ensuite nous verrons les points positifs et les points négatifs qu'il y a à élever un enfant de 0 à 5 ans ici au Japon, à Yokohama. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous ne le savez pas encore, j'habite ici depuis 10 ans, ma femme est japonaise et notre fils est né début octobre 2016. Il est donc métis et comme certains d'entre vous le savent peut-être, au Japon on appelle les métis half. Ça vient de l'anglais half et ça veut dire la moitié. J'aime vraiment pas cette appellation parce que ça donne vraiment l'impression que c'est seulement une moitié de japonais et puis que l'autre moitié, on s'en fout un peu parce que après tout c'est nul, c'est pas japonais. Un jour d'ailleurs j'étais tombé sur un site où une mère japonaise d'un enfant métis proposait de les appeler non pas half mais double pour double. J'avais trouvé son idée vraiment super parce que c'est vrai qu'en général, les enfants métis ont deux nationalités, deux cultures et deux langues. Mais bon, à mon avis, c'est pas demain la veille que le mot double va remplacer le mot half au Japon. Alors, je suis sûr que depuis le début de cette vidéo, certains se demandent déjà si le fait d'avoir un enfant métis au Japon cause des problèmes à l'enfant ou aux parents. Sincèrement, ça n'a eu aucune incidence sur sa vie jusqu'à présent. Ça changera peut-être quand il sera plus grand, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, de 0 à 5 ans, ça n'a eu vraiment aucun impact sur sa vie ou sur la nôtre, que ce soit d'ailleurs négatif ou positif. À la limite, la seule différence est peut-être de la curiosité ou de l'intérêt de la part de certaines personnes. Par exemple, quand il était bébé, certaines autres mères de jeunes enfants s'intéressaient et posaient des questions à ma femme et demandaient, poliment et gentiment, toujours, si son père était étranger, quelle était sa nationalité. Et de temps en temps, des vieilles personnes dans la rue nous abordaient pour nous dire qu'il était vraiment mignon. Alors, c'est vrai qu'il était vraiment mignon, donc peut-être que le fait qu'il soit métis n'a aucun rapport. Bien, cette question écartée, parlons maintenant de la grossesse et de l'accouchement. Alors, je ne vais pas m'éterniser parce que c'était il y a longtemps déjà, et puis d'autres ont fait des vidéos sur le sujet, mais je vais quand même vous parler de certains points qui me semblent importants. Au début de la grossesse, ma femme a reçu un carnet de la part de la ville dans lequel il y avait des espèces de chèques à utiliser lors des visites jusqu'à l'accouchement. Et du coup, pendant la grossesse, jusqu'à l'accouchement, ça nous a pas coûté grand chose, je me souviens plus exactement, mais c'était pas très cher. Bien sûr, comme tout ce qui concerne les frais médicaux, les aides sociales, ça dépend vraiment de la ville où vous êtes et parfois de l'arrondissement. Mais en tout cas, à Yokohama, ça nous avait pas coûté grand chose. L'accouchement coûte par contre assez cher. La sécurité sociale prend en charge environ 400 000 yens, mais dans notre cas, il nous restait à peu près la même somme à payer. Ce montant varie bien entendu en fonction de l'hôpital, du déroulement de l'accouchement, du type de chambre, entre autres choses. Par exemple, pour ma femme, on a déclenché l'accouchement et les médicaments pour déclencher l'accouchement, c'est en option, donc on a payé ça en plus. La péridurale, c'est aussi en option, donc si vous faites la péridurale, il faut compter entre 80 et 100 000 yens, je crois. Et d'ailleurs, en parlant de péridurale, sachez que la plupart des japonaises préfèrent accoucher sans péridurale, donc naturellement. Du coup, il y a assez peu d'hôpitaux qui proposent la péridurale. Donc si vous souhaitez accoucher au Japon et ne pas souffrir en ayant la péridurale, renseignez-vous bien avant. Et même si l'hôpital propose la péridurale, il y a des subtilités. Ma femme par exemple a accouché dans un hôpital qui proposait la péridurale, mais seulement les jours de semaine de 10h à 18h. J'imagine qu'il y a seulement un anesthésiste qui est qualifié pour faire les péridurales. Comme j'ai dit tout à l'heure, son accouchement a été déclenché en début d'après-midi et le médecin pensait que ça allait durer jusqu'au soir. Du coup, ils lui ont pas fait la péridurale. Résultat, mon fils est né avant 18h. Bravo les gars, super pronostic. Le bon côté, c'est qu'on a économisé environ 100 000 yens. Le mauvais côté, c'est que ma femme a vraiment souffert. Et honnêtement, si j'avais pu payer les 100 000 yens, je les aurais payés avec plaisir. Du coup, vous l'aurez compris, hors période de Covid-19, le père peut bien sûr assister à l'accouchement. Une fois que l'enfant est né, les frais médicaux sont pris en charge pendant un nombre d'années qui varie en fonction des villes et même des arrondissements. À Yokohama, c'est gratuit jusqu'à la fin du collège. Concernant les allocations familiales, qui s'appellent Jido TAT, je crois aussi que ça dépend des villes, et ici en tout cas à Yokohama, c'est 15 000 yens par mois jusqu'aux 3 ans de l'enfant, et ensuite 10 000 yens par mois jusqu'à la fin de l'école primaire. Les versements ne sont pas mensualisés, on reçoit 4 mois d'allocation 3 fois par an. Et attention, on reçoit aussi de temps en temps un papier qu'il faut absolument renvoyer, sans quoi les versements s'arrêtent. Donc, soyez prudents. En ce qui nous concerne, on met les allocations de côté pour payer les futures études de notre fils. Et oui, parce qu'au Japon, les études coûtent très cher, notamment la faculté, en tout cas par rapport à la France. Ça coûte déjà pas mal dans le public, et si en plus vous voulez mettre votre enfant dans un collège ou dans un lycée privé, ça douille encore plus. Ce à quoi il faut rajouter aussi le prix des juku, les cours du soir. Parce qu'en général, si vous voulez que votre enfant rentre dans un bon lycée ou dans une bonne université, il n'y a pas 36 solutions, il faut passer par les juku. En plus de ne pas toucher aux allocations familiales, nous avons commencé dès sa naissance un genre de placement assurance pour payer les études qui s'appelle Gakushi Hoken.
Je pense que la plupart des familles modestes ou des familles avec un revenu même moyen doivent faire ça parce que honnêtement c'est presque impossible de payer les frais de scolarité d'un coup comme ça. Si vous gagnez très bien votre vie bien sûr, hein, c'est possible, mais en général pour commun des mortels il faut quand même prévoir ça longtemps à l'avance et commencer à économiser dès la naissance. L'intérêt de ce Gakushihoken, c'est qu'on cotise pendant plusieurs années et à la fin on reçoit un peu plus que ce qu'on a cotisé. Et en plus, comme c'est un type d'assurance, si on meurt avant la fin de la cotisation, eh bien l'enfant reçoit quand même l'intégralité de la somme prévue. Il y a beaucoup de durées de cotisation possibles, de montants, de nombres et de dates de paiement. Nous, on a choisi un truc assez bas et je paye 13 000 yens par mois pendant 12 ans. Mais même avec ça et les allocations, ça suffira certainement pas à payer sa scolarité. Mais je croise les doigts pour qu'il devienne footballeur professionnel ou youtubeur. À la naissance de notre fils, ma femme a arrêté de travailler jusqu'à ce qu'il entre à la maternelle. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que pour mettre son enfant dans une hoikuen, donc une espèce de crèche, il faut justifier de 20 heures de travail par semaine. Ma femme étant professeure de japonais, elle fait de toute façon moins de 20 heures par semaine, donc même si on avait voulu, on aurait probablement eu beaucoup de mal à trouver une place en crèche. Et puis même si on avait trouvé une place, c'était pas intéressant financièrement, ma femme a un petit salaire, et entre les frais de la crèche et le stress lié au travail, c'était pas forcément une bonne idée. Donc elle a arrêté de travailler, ce qui est assez courant ici d'ailleurs. Pour ces hoikuen, donc ces crèches, il y a parfois de très longues listes d'attente, notamment à Tokyo où c'est très difficile parce qu'il n'y a pas assez de place. À Yokohama, ça dépend des arrondissements, parce que je sais qu'il y a des quartiers où il y a des listes d'attente, mais dans pas mal de quartiers, il n'y a pas de liste d'attente et c'est assez simple de trouver une place en crèche. Depuis tout à l'heure, j'utilise le mot crèche pour désigner les hoikuen, mais il faut savoir que le système français et le système japonais sont assez différents. En effet, certaines de ces hoikuen vont jusqu'à 6 ans, alors que d'autres s'arrêtent à 3 ans. Et par contre, les youchien, donc les écoles maternelles, elles commencent à 3 ans. Il y en a certaines qui acceptent de garder les enfants quelques heures par semaine quand ils ont seulement 2 ans, mais c'est assez rare et en tout cas la scolarité à temps plein commence à 3 ans. Une autre grande différence avec la France, en tout cas à Yokohama, c'est qu'ici toutes les écoles maternelles sont privées. Je sais qu'au Japon ailleurs il y a des écoles publiques, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas à Yokohama, toutes les écoles maternelles sont privées. Une autre différence entre les crèches et les écoles maternelles, c'est qu'elles ne dépendent pas du même ministère. Les hoikuen dépendent du Kosei Rodosho, c'est le ministère de la Santé, de l'Emploi et de la Protection sociale. Les youchien, elles, dépendent du Monbu Kagakusho, c'est le ministère de l'Éducation et des Sciences. Leur but est aussi différent en théorie en tout cas. Les hoikuen sont là pour garder les enfants pour permettre aux parents de travailler et les youchien sont là pour éduquer un peu les enfants. En réalité, j'ai surtout l'impression que ça dépend beaucoup des établissements. En tout cas, le personnel et les diplômes requis pour travailler dans chaque établissement est aussi différent. Maintenant que nous avons vu dans les grandes lignes les différences entre les hoikuen et les youchien, je vais vous parler plus spécifiquement de l'école maternelle parce que c'est là où va mon fils. Déjà, pour entrer dans une école maternelle, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de récupérer un formulaire d'inscription qui s'appelle Nyoen Gansho, qu'on pourrait traduire par demande écrite d'entrée dans une école maternelle, et vous allez voir que c'est assez compliqué. Première subtilité, dans beaucoup d'écoles, ils sont distribués seulement un jour. Donc si vous oubliez ou vous vous trompez, c'est mort pour cette école. Deuxième subtilité, certaines écoles en distribuent un nombre limité. Donc si vous voulez avoir une chance de mettre votre enfant dans cette école, il va falloir faire la queue plusieurs heures avant l'ouverture de l'école le matin même. Et j'ai même déjà entendu des écoles où les parents faisaient la queue la veille au soir et passaient toute la nuit devant l'école pour être sûrs de récupérer ce formulaire. Et pour ajouter encore du fun, parce que c'était pas assez compliqué, eh bien sachez que beaucoup d'écoles distribuent leur formulaire le même jour. Donc soit vous choisissez bien et vous ciblez votre école, soit vous courez, soit comme beaucoup de parents font, un parent fait la queue dans une école et l'autre parent va dans une autre école. Donc vous voyez, c'est pas tout simple. Ensuite vient la phase de sélection. Ça varie forcément beaucoup en fonction des écoles et de toute façon, on ne connaît pas du tout les critères de sélection. Pour l'école où est mon fils, ma femme avait passé un entretien avec lui qui avait duré à peu près 10 minutes, il me semble. Quelques heures après cet entretien, les parents sont conviés à l'école et les numéros des élèves admis sont affichés sur un tableau. Quand mon fils a été admis, il y avait 50 élèves admis sur plus de 80 candidats. Il faut dire que c'était la première année où le gouvernement versait une aide aux parents qui ont des enfants de plus de 3 ans scolarisés. Et cette aide était vraiment bienvenue parce que les frais de scolarité varient bien entendu d'une école à l'autre, mais l'école où va notre fils est plutôt dans la tranche haute. Donc sans cette aide, on n'aurait jamais pu l'y mettre. C'est une aide de 25 000 yens par mois et nous, en rajoutant en plus chaque mois 15 000 yens de notre poche, trajet aller et retour en bus compris. Vous vous dites peut-être que c'est pas si cher que ça après tout. Mais attendez, c'est pas fini. 2 fois par an, on doit payer 45 000 yens de frais divers et à l'entrée à l'école, on a payé 210 000 yens de Nyugakuki, c'est-à-dire des frais d'entrée. Donc voilà,
ça pique quand même pas mal. Pour en revenir à l'école où est mon fils, honnêtement, avant l'aide du gouvernement, il n'y avait que des familles aisées. Mais maintenant, il y a des familles plus modestes comme nous qui peuvent y mettre leurs enfants. Et si vous vous demandez pourquoi on l'a pas mis dans une autre école maternelle moins chère, eh bien, même si elle est assez chère, c'est quand même pas du simple double par rapport aux autres écoles maternelles. Et en plus, c'était vraiment la plus pratique pour nous et celle qu'on préférait, donc finalement, ça change pas grand chose au niveau du prix et mon fils est ravi. Une autre chose à savoir sur l'école maternelle au Japon, c'est que c'est vraiment fait pour les couples où un des deux, en général la mère, ne travaille pas. Parce que les enfants finissent à 15 h quand c'est la journée complète et très souvent c'est demi-journée et donc ils rentrent à 12h30. Déjà tous les mercredis c'est comme ça et puis il y a souvent des jours où il y a des fêtes, des activités, des choses à l'école où les parents doivent aller pour participer à des choses. Donc bref, si vous travaillez, c'est juste impossible. Et même s'il y a certaines écoles qui proposent de garder les enfants un petit peu après les cours, ben c'est pas le cas de l'école où est mon fils. Donc c'est vraiment une école pour les mères qui travaillent pas. Et comme ma femme travaille, bon elle travaille juste 2 demi-journées par semaine et un peu le soir sur Zoom, ben c'est vraiment un cas exceptionnel. Et quand elle dit aux autres mères qu'elle travaille, elles hallucinent. Voilà pour le topo sur l'école maternelle où va mon fils. En tout cas, lui, il est ravi. Maintenant, il est en milieu de moyenne section et depuis l'entrée en petite section, il a jamais raté un jour et il se régale. Donc bon, c'est le plus important. Bien, dernière partie de cette vidéo, nous allons maintenant parler des points positifs et des points négatifs qu'il y a à élever un enfant ici au Japon, en tout cas à Yokohama. Comme dans toutes mes vidéos, n'oubliez pas que c'est mon opinion personnelle basée sur mon expérience, donc c'est un cas particulier et d'autres personnes pourraient tout à fait avoir un ressenti très différent. Et je le répète, je ne parle aujourd'hui que de ce que je connais personnellement, c'est-à-dire élever un enfant de 0 à 5 ans. Premier point positif, ça ne surprendra personne, c'est la sécurité. Je ne m'inquiète jamais pour ma femme et mon fils. Personne ne va les emmerder ou les agresser. Ça n'arrive simplement jamais. Rien que ça, honnêtement, c'est vraiment un très gros plus. Et puis, vivre dans un pays où il n'y a pas d'insécurité, c'est moins de stress pour les parents aussi, faut bien le reconnaître, et donc moins de stress pour l'enfant. Ensuite, toujours pour la sécurité, mais cette fois la sécurité routière, il me semble que les Japonais sont plus prudents au volant et que les règles sont beaucoup plus strictes qu'en France. Déjà, en général, les Japonais respectent scrupuleusement les règles du code de la route. Ensuite, la vitesse est quand même un peu plus limitée qu'en France, il me semble, notamment sur l'autoroute. Et en plus, le taux d'alcoolémie autorisé est de 0 g. Il y a évidemment des accidents de la route et des drames, ça arrive de temps en temps, mais en tout cas quand on est ici et qu'on marche, même dans une rue où il n'y a pas de trottoir, eh bien on se sent en sécurité. Et depuis que j'habite ici, j'ai jamais vu une conduite dangereuse. Alors qu'à Marseille, bon je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Un autre truc sympa, qui n'est pas forcément spécifique au Japon d'ailleurs, mais c'est qu'à Kanagawa et à Tokyo, il y a énormément d'activités pour les enfants. Il y a des musées de trains, il y a des parcs d'attractions, il y a des aquariums, il y a des parcs à thème, bref, il y a vraiment plein d'endroits où aller pour passer quelques heures sympas en famille. Il y a d'autres points positifs quand on habite au Japon et qui bénéficient aussi aux enfants, mais sans leur aide spécifique. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai pourquoi j'adore vivre au Japon et plus particulièrement à Yokohama. Pour les côtés négatifs, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais bien entendu, les frais d'accouchement, les frais de scolarité, la difficulté à trouver des places en crèche dans certains quartiers en font bien entendu partie. Après, il y a un truc qui n'est pas forcément rédhibitoire, mais quand mon fils était bébé, eh bien j'ai découvert quand et où la plupart des Japonais se foutaient royalement des règles et, on peut le dire, étaient Si vous avez eu un enfant en bas âge au Japon ou vous êtes venu en touriste avec un enfant en bas âge et que vous avez pris les transports en commun, vous avez certainement compris de quoi je parle. Sinon, eh bien, sachez que dans les trains au Japon, il y a des sièges réservés pour les personnes handicapées, les femmes enceintes et les personnes accompagnées de jeunes enfants. Eh bien, sachez que la plupart des Japonais n'en ont rien à foutre de ces sièges. Combien de fois on était debout pile devant ces sièges réservés avec notre bébé dans les bras et personne nous a calculé, personne nous a laissé de la place. Donc sans déconner, les Japonais qui en général font attention aux autres, font attention à leur comportement, font tout pour ne pas gêner, dans le train ou dans le métro ou dans le bus d'ailleurs, rien à cirer. Il nous est même arrivé une fois que ce soit d'ailleurs des touristes qui étaient à l'autre bout de la rame qui viennent nous chercher pour nous céder leur place. Et on a discuté, c'était une jeune américaine et sa mère, elles étaient très sympas d'ailleurs, et elles étaient aussi vraiment choquées du comportement des Japonais. Tout le monde n'est pas comme ça, bien entendu, de temps en temps il y a bien eu des femmes qui nous cédaient leur place, probablement parce qu'elles avaient eu la même galère quand elles avaient un enfant, mais la plupart des autres personnes qui n'ont pas d'enfant, ou en général tous les hommes, c'est même pas la peine d'espérer. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance ou que c'est spécifique à Yokohama ou à Tokyo, je sais pas. Ben tiens, si vous, ça vous est déjà arrivé, quand vous étiez un touriste ou même si vous êtes un résident au Japon, ben, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu ça et est-ce que vous avez le même ressenti que moi.
On sent aussi parfois un regard un peu agacé et désagréable quand le bébé pleure ou qu'on a une poussette et qu'on prend un peu plus de place. C'est pas tout le monde bien sûr, mais quand on est habitué à la gentillesse et à la politesse qu'on rencontre partout ailleurs, eh ben c'est un peu choquant et c'est un peu décevant aussi. Dernier détail, ça s'arrête pas seulement au train. Dans les gares, quand il y a des ascenseurs, c'est chacun pour soi, hein. C'est écrit en gros. Et il y a des annonces qui disent de laisser la priorité aux personnes avec des bébés et des poussettes. Mais là, pareil, il y a des gens qui en ont rien à faire. Ils se ruent dans l'ascenseur, alors qu'ils sont ni vieux, ni malades. C'est juste des grosses feignasses qui veulent pas aller jusqu'à l'escalator. Et en plus, sur les escalators, il y a bien écrit que c'est interdit aux poussettes. Donc quand on a un bébé en poussette, on n'a pas 36 solutions, il faut prendre l'ascenseur. On y tombe aussi parfois sur des vieux qui râlent ou qui sont pas contents parce qu'on prend trop de place ou qu'on les gêne pour sortir. Et le pire, c'est que ma femme, et les autres japonaises d'ailleurs, quand elle rentre, elle s'excuse à chaque fois de gêner. Mais c'est le monde à l'envers. Ailleurs, par contre, dans les restaurants, dans les cafés, il n'y a aucun problème. Il y a des menus enfants, il y a des petits cadeaux pour les enfants, il y a des chaises bébés, les clients et les serveurs sont plutôt sympas et compréhensifs. Bref, c'est vraiment seulement dans les transports en commun. Dans le reste de la ville, il n'y a aucun problème. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, et même si cette vidéo est basée surtout sur mon expérience personnelle, j'espère que vous l'aurez trouvée instructive. Un grand merci à vous qui êtes encore là. Si vous n'avez pas encore mis de petits pouces bleus, n'oubliez pas d'en mettre un, et puis moi je vous donne rendez-vous à bientôt pour d'autres vidéos, et j'espère pouvoir bientôt vous proposer d'autres formats, notamment pour vous faire visiter Yokohama. Allez, salut!